appelle l'IVA proximale. Entre la première diagonale et la deuxième diagonale, on délimite ce qu'on appelle l'IVA moyenne. Et au-delà de la deuxième diagonale, c'est la partie de l'IVA distale. Donc tout cela, c'est l'IVA distale. Entre les deux diagonales, ça c'est l'IVA moyenne. Et en amont de la première diagonale, on part de l'IVA proximale. Vous pouvez entendre des fois l'IVA ostial. Bon, c'est l'ostium de l'IVA, tout simplement. Alors, pour la coronaire droite, d'accord, la coronaire droite, elle ressemble à un C, comme ça, un C, sur une incidence OAG, oblique antérieure gauche. On va voir exactement à quoi correspond une incidence oblique antérieure gauche. Et là aussi, la segmentation, vous avez la partie qui est comprise entre l'ostium de la coronaire droite et la partie qui est verticale de la coronaire droite, ce qu'on appelle la droite proximale. Okay, et la partie qui est verticale, c'est le segment 2, ou la droite moyenne. La partie horizontale en bas, c'est la coronaire droite distale. Alors à un certain moment, la coronaire droite distale, qui est le segment 3, elle se bifurque en deux artères, deux branches. Celle qui est un peu plus basse, c'est ce qu'on appelle l'IVP ou l'interventriculaire postérieur. Et celle qui est un peu plus haut, c'est la rétroventriculaire gauche, la RVP. Et en amont, ce qu'on appelle le crux. Hein, cette partie-là, c'est le crux. C'est la zone de bifurcation de l'IVP et la RVP, qui sont des branches distales de la coronaire droite. Ça, c'est un rappel de ce qu'on appelle l'anatomie radiologique normale coronaire. Maintenant, à chaque fois, vous allez entendre l'OAG, OAD, cranial, caudal. À quoi correspond ces termes-là? Ça correspond à des incidences radiologiques. Alors, ces incidences radiologiques, ils dépendent de plusieurs éléments. Le principal, c'est le tube. Alors, quand on parle de tube, le tube de rayon sur une salle de cathé, vous avez tous vu une salle de cathé dans vos services. Vous avez tous une salle de cathé. Alors, quand le malade est sur la table, en bas, vous avez un générateur de rayons, ce qui est là, le générateur de rayons. Il va émettre des rayons qui vont traverser le corps humain. Et juste au-dessus du corps du malade, vous avez un capteur plan. C'est le capteur plan qui va traiter le passage des rayons à travers les artères coronaires lors de l'injection de produit de contraste et va nous donner l'image au niveau de l'écran pour voir la sténose, enfin pour voir l'anatomie coronaire. Maintenant, quand l'ampli ou le tube qui est au-dessus du malade, c'est en fonction de sa situation qu'on peut reconnaître l'incidence. Hein, et c'est comme ça qu'on va choisir l'incidence de travail pour pouvoir mieux dégager la zone qu'on veut étudier. Alors par exemple, quand vous avez l'ampli qui est vers le bas, vers les pieds du malade, c'est-à-dire qu'il est vers le bas, malade allongé, vers le bas, c'est ce qu'on appelle une incidence caudale. Alors lorsqu'il est au niveau de la tête, c'est une incidence crâniale. Okay, et lorsqu'il est vertical par rapport au corps du malade, on est sur l'incidence antéro-postérieure. Ce qu'on appelle l'incidence antéro-postérieure. C'est une incidence qu'on ne fait pas beaucoup maintenant parce que le malade prend beaucoup plus de rayons. Okay, ensuite, ça c'est en termes de caudal crânial, dans un seul sens. Dans un seul sens. On fait mobiliser le tube dans un seul sens. Maintenant, en bas, vous allez voir lorsqu'on fait tourner le tube à droite et à gauche. C'est ce qu'on appelle les incidences obliques. Alors, oblique, c'est du français, ça veut dire oblique. Et mail, je suis à droite. À droite, en OAD, ça veut dire oblique droit. Oblique antérieur droit, OAD. C'est l'incidence OAD. Donc quand on vous dit OAD, ça veut dire que le tube il est à droite du malade, oblique vers la droite. Quand on dit OAD caudal, donc il est à droite et un peu vers les pieds. Quand on dit OAD crânial, il est où? À droite, mais vers le crâne. La même chose à gauche. Quand on dit OAG, donc le tube il est à gauche du malade. En crânial, c'est un OAG crânial. Et en bas, c'est un OAG caudal. Donc on va voir l'intérêt de ces incidences. Alors pourquoi on fait ces incidences? Chaque incidence va nous permettre de dégager un segment de l'artère, mieux dégager, mieux visualiser un segment de l'artère. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'incidence de face, où le tube est en antéro-postérieur, vertical, ça ne permet pas d'étudier beaucoup d'éléments, mais surtout le tronc commun. Mais surtout, on arrive à voir l'ostium du tronc commun, la partie moyenne du tronc commun, parfois la circonflexe, surtout distale, et un segment de la marginale. On peut déduire les autres zones de l'IVA, mais ce n'est pas la bonne incidence pour étudier ces zones-là. Rappelez-vous que cette incidence de face nous permet juste de voir généralement ce qui se passe, et surtout le tronc commun. Maintenant, quand on passe, on voit des 30 degrés. Alors, on voit des 30 degrés, le tube il est de quel côté? Hein? Il est à droite, à 30 degrés, à droite. Alors, cette incidence-là, qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Le tronc commun. Mais surtout, quand on est en OAD, on arrive à voir la circonflexe. C'est l'artère qui vient au centre. Toujours, regardez. Là, c'est la partie proximale de la CX, juste en amont du départ de la première marginale. C'est la partie proximale de la CX. Puis vous avez la marginale et la partie distale de la CX. Regardez cette zone-là, c'est une zone très importante. C'est la zone de bifurcation entre la CX proximale et la première marginale. On arrive des fois à la dégager en caudale,
strict, enfin en OAD des 30 degrés, mais parfois il faut changer d'incidence pour mieux avoir, parfois il est caché, il y a une coudure à ce niveau-là, on n'arrive pas à savoir est-ce qu'il y a une sténose, ou bien une petite plaque, ou bien rien du tout. Donc du coup, rappelez-vous que cette incidence OAD des 30, ça nous permet de voir une partie de la CX proximale, le tronc commun, et parfois l'IVA proximal, qui n'est pas bien dégagé parfois en cranial, on peut l'avoir en OAD, c'est surtout cette partie proximale. Maintenant, quand on met le tube un peu vers le bas, on est à droite, toujours à droite, mais on fait descendre le tube vers le bas, ça nous permet, regardez ici, on arrive à mieux dégager cette bifurcation de la CX marginale. Regardez, on est sûr, sur cette incidence, que l'ostium de la marginale, il est libre. Il n'y a pas de sténose. Mais tout à l'heure, il y avait un petit doute sur l'ostium de la marginale. On voit toujours ici la partie proximale de la circonflexe, et au-delà de la première marginale, vous avez la CX moyenne. La partie proximale du réseau IVA est toujours visible à ce niveau-là. Alors cette incidence est toujours, on l'utilise beaucoup, même en angioplastie. Des fois, quand on veut dilater l'IVA, on n'arrive pas à mettre le guide, on n'arrive pas à traverser le tronc vers l'IVA. On met cette incidence-là pour faire le travelling du guide. On le dirige vers le haut pour qu'il traverse la partie proximale de l'IVA. Après, on switch vers la craniale pour faire descendre le guide vers le bas. Donc ça nous aide aussi, c'est pour cela qu'on fait cette incidence, pour mieux voir la bifurcation du tronc distal, pour voir la partie proximale de l'IVA. Donc quand on est maintenant, toujours le tube à droite, et on passe en cranial. Le tube, il est vers la tête, et à droite. Qu'est-ce qu'on voit devant vous? C'est quelle artère? C'est l'IVA. Dans une craniale, l'artère qu'on visualise, c'est l'interventriculaire antérieure. On peut la déduire juste par rapport aux artères septales qui vont aller vers le centre du cœur et les diagonales qui partent de l'autre côté. Et là aussi, pour la segmentation des trois segments de l'IVA, vous avez, en amont de la première diagonale, vous avez l'IVA proximal. Entre la première diagonale et la deuxième diagonale, vous avez l'IVA moyenne. Et au-delà de la deuxième diagonale, vous avez l'IVA distal. Donc cette incidence OAD craniale 30-30, ça nous permet de voir l'IVA, mais surtout les ostiomes des diagonales, les bifurcations IVA diagonales. Ça permet de mieux dégager le départ des diagonales. Mais sinon, pour évaluer l'IVA, on fait une simple cranial straight, c'est-à-dire que le tube il est de face, on le met vers la tête du malade, en cranial, 30 degrés, et on arrive à voir, regardez l'IVA comme ça. Il y a des gens qui l'appellent incidence canadienne. On est en plus à 40 degrés. On est un peu plus en cranial à 40 degrés, on l'appelle incidence canadienne, et ça nous permet d'évaluer l'IVA dans tous ces segments. Vous pouvez déduire ici les artères septales, hein, comme le pen, et les diagonales de l'autre côté, et vous évaluez votre segmentation, l'IVA prox, moyenne et distale. L'essentiel, c'est que dans chaque artère, il faut évaluer les trois segments, proximal, moyen et distal, et les ostia des artères, que ce soit la droite, la CX ou l'IVA. À chaque coronarographie, il faut l'ostium, le segment proximal, moyen et distal. Donc, on arrive à cette incidence de face, mais un peu en caudale. Donc, le tube est de face, on fait le tube est un peu vers les pieds. Regardez ici, c'est la meilleure incidence pour mieux évaluer aussi la bifurcation CX marginale. Et on a toujours la partie proximale de l'IVA, la CX proximale et la CX distale. C'est important, même, à la fois pour interpréter les coronarographies, mais même pour ceux qui veulent faire de l'angioplastie coronaire, vous devez connaître ces incidences lorsque vous êtes en train d'intervenir, vous devez absolument mieux dégager le passage de votre guide. Donc il faut savoir choisir les incidences de travail pendant l'angioplastie. Donc ça c'est un petit exercice de rappel, juste pour connaître un peu comment on choisit les incidences et quels segments sont étudiés. Alors cette incidence-là, c'est ce qu'on appelle l'incidence crâniale gauche. Alors dans cette incidence crâniale gauche, le tube il est où? Dans quelle situation? À gauche vers la tête, très bien. Alors cette incidence, elle est aussi importante. Pourquoi? On l'utilise souvent en pratique pour deux éléments. Premièrement, quand on a une sténose ostiale du tronc commun, et on veut positionner le stent, dans cette incidence-là, on a l'ostium du tronc est très bien dégagé, et on peut positionner notre stent sur cette incidence à coup sûr pour ne pas louper l'ostium du tronc commun. Deuxièmement, lorsqu'on met un stent sur l'IVA, proche d'un ostium de diagonale, et on veut vérifier l'ostium de diagonale, est-ce qu'il a été pincé après la pose de stent, est-ce qu'il y a une sténose résiduelle sur la diagonale qu'on n'arrive pas à dégager sur une crâniale? On choisit cette incidence-là. Regardez, l'ostium de la diagonale est mieux étudié sur cette incidence. Elle nous permet de mieux voir la liberté de cet ostium après l'angioplastie, donc pour mieux même évaluer la bifurcation s'il y a une lésion de bifurcation. Et enfin, et cette incidence que tout le monde connaît peut-être, hein, c'est l'incidence Spider. Hein, l'incidence Spider, ça veut dire que c'est une incidence qui est OHG 45 et caudale. C'est pas cranial, hein. C'est pas une 45-25, c'est une OHG caudale, mais craniale. Okay, vous avez la circonflexe, elle est à droite, elle part à droite. Ça nous permet de voir ici l'ostium du tronc commun
Et un fait très important, quand vous évaluez l'ostium d'une artère, quand vous avez ici un reflux du produit de contraste vers l'aorte, ça sous-entend que l'ostium est libre. Quand il y a du sang qui reflue vers l'aorte, lors de l'injection, ça veut dire que l'ostium de l'artère n'est pas malade. Okay. En même temps, à droite, c'est la circonflexe. Ça permet très bien de voir ici le tronc distal, la bifurcation du tronc distal. Ça permet aussi de voir la partie proximale de la circonflexe, le départ de la première marginale, la bifurcation aussi. On va voir ça sur des exercices. Et puis de l'autre côté, vous avez l'IVA. C'est surtout l'ostium d'IVA qu'on peut dégager ici, l'IVA proximal. C'est une incidence aussi de travail d'angioplastie. Parfois, quand on veut faire soit un tronc distal, lorsqu'on va aller vers l'IVA et qu'on ne voit pas le passage du guide sur des autres incidences, on choisit cette incidence-là pour pousser notre guide. Et enfin, pour la coronaire droite, il y a l'incidence OAG 30 degrés. Le tube, il est à gauche du malade. Et à la droite, bien sûr, ça nous permet de voir le segment. Regardez le reflux ici dans le sinus de Valsalva. Ça sous-entend que l'ostium de la coronaire droite est libre. Et vous avez la partie proximale de la coronaire droite, la partie distale, moyenne de la coronaire droite, c'est le segment 2, et le segment 3 qui est la partie distale, la droite distale. Juste après, vous avez le crux, la bifurcation, il y a l'IVP, RVP. L'IVP, ou l'interventriculaire postérieur, c'est l'artère qui est plus basse, la rétroventriculaire postérieure, c'est celle qui est plus haut. Pourquoi c'est important de décrire ce crux? Parce que généralement, vous avez dans une bifurcation ce qu'on appelle la branche mère, qui est en amont, et elle a un diamètre beaucoup plus gros que la somme des deux. Le haut de filet. Donc du coup, c'est important de voir cette partie-là, parce que quand on a une sténose, par exemple, quand on veut ponter un malade, le chirurgien, généralement, il préfère toujours s'implanter en amont d'une bifurcation, parce que la zone d'implantation est beaucoup plus large. Donc le crux. Alors, toujours pour la coronaire droite, il y a une incidence de face, mais crâniale. À quoi ça sert la crâniale? Je vous rappelle juste ici, regardez la bifurcation ici dans le crux. Même si on voit la bifurcation, on a l'impression que l'IVP, son ostium est caché. Alors pour mieux dégager cette partie-là, on choisit l'incidence crâniale pour la coronaire droite. Pourquoi? Regardez, on a un bon dégagement de la bifurcation IVP-RVP et on voit même les segments des branches distales. Ça nous permet aussi de voir la partie proximale et le segment 2 de la coronaire droite. Puis une dernière incidence de la coronaire droite, c'est une incidence qui est l'OAD 30 degrés, c'est une incidence orthogonale par rapport à la première, et elle permet surtout d'étudier le segment 2. Parce que des fois, sur une incidence normale de la coronaire droite, regardez, on peut avoir des petites branches qui sortent du segment 2, et ça peut cacher des sténoses. On ne peut pas bien la voir. Là, pendant une angioplastie, on met le stent, mais on ne sait pas, il y a des tortuosités, on n'arrive pas à voir est-ce que le stent est bien déployé ou pas. Mais à ce moment-là, on part vers cette incidence-là. Regardez, vous avez devant vous tout le segment 2 qui est bien dégagé, on est sûr qu'il n'y a pas de sténose. Donc tout cela, c'est une première partie de rappel de l'anatomie radiologique. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez reconnaître maintenant les incidences qui correspondent à chaque artère, la segmentation? Ok? On avance. On va s'entraîner tous les deux. Donc, toujours dans le cadre des rappels, l'intérêt de la coronarographie, c'est de décrire le degré de sténose. Donc à chaque fois, le degré de sténose, il pose un problème. Pourquoi? Parce que c'est du visuel. C'est du sensitif. À chaque fois on fait appel au sens, on peut se tromper parce que c'est un jugement. Chacun voit les choses à sa façon. Hein. On peut injecter dans une artère coronaire et il y a un groupe qui va dire c'est une sténose significative. Il y a un autre groupe qui va dire non, c'est une sténose intermédiaire, une sténose très serrée. C'est comme ça, c'est du visuel. Donc il y a un score qui avait été établi pour décrire le degré de sténose des artères coronaires, c'est le score de Jansini, tout le monde utilise. Vous avez une lésion de plus de 70%, c'est une lésion significative. C'est le rapport entre là où passe le sang par rapport au diamètre normal de l'artère. C'est ce qu'on appelle le pourcentage de degré de sténose. Donc à partir de 70%, c'est une sténose significative. À partir de 90%, elle est serrée. Hein. Plus de 90%, elle est très serrée. Et à 100%, elle est occluse. L'artère est occluse, elle est totalement occluse, rien ne passe. Ça, c'est par rapport au degré de sténose. Maintenant, il y a la classification de la sévérité des lésions. Il y a le degré de sténose n'est pas suffisant pour juger la sténose. Il y a la sévérité. Alors là, il y a une classification américaine qui est connue, hein, qui a été publiée par la LACC depuis très longtemps. Il y a 3 types de lésions, A, B et C. Alors, pourquoi on va les classer en fonction de leur sévérité? Parce que le résultat de l'angioplastie en dépend. Quand on dit une lésion de type A, c'est une lésion courte, hein, moins de 10 mm. C'est une lésion qui est accessible à l'angioplasticien et c'est une lésion qui n'est pas irrégulière, qui n'a pas une angulation difficile pour l'atteindre. Donc, quand on la voit, on se dit bon, ça va prendre 10 minutes. C'est une angioplastie simple. D'accord? C'est les lésions que tout le monde va faire pendant son stage ou son fellowship de coronarographie et d'angioplastie. Les lésions de type B, elles sont plus sévères.
Alors quand on dit plus sévère, c'est en termes de longueur. Au début, c'était moins de 10. Maintenant, c'est entre 10 et 20 mm de longueur. Elles sont plutôt excentriques. D'accord. Il y a quelques tortuosités, il y a une angulation, de faible calcification. Ça augmente un peu la sévérité de la lésion. Et donc, le degré de sévérité, enfin, de complexité de l'angioplastie est un peu important. Après, il y a le type C, c'est des lésions qui sont complexes. Un type C, ça veut dire qu'elle est très longue, des lésions de plus de 20 mm, des lésions calcifiées, il y a des tortuosités, il y a des angulations. Quand tu vois une lésion comme ça, tu dis que la probabilité de succès de procédure est plus faible par rapport au type A et type B. Donc il faut prendre ses précautions, avoir tout le matériel qu'il faut, avoir l'expertise qu'il faut. D'accord? Donc ça, c'est la classification selon la sévérité. Maintenant, pour les calcifications, c'est vrai qu'à chaque fois dans notre service, les médecins résidents, on leur dit des calcifications, et ils ne savent pas, et c'est normal. Donc rappelez-vous un message, c'est que quand on dit une artère coronaire calcifiée, en scopie, la tonalité de l'artère devient proche de celle de l'os. Vous avez ici des côtes, d'accord? Vous avez la tonalité osseuse, c'est au niveau des côtes, c'est un peu gris. Et vous avez ici, vous pouvez déduire l'IVA et de la circonflexe avant l'injection de produits de contraste. Donc vous pouvez voir les artères avant d'injecter le produit de contraste. Donc quand vous voyez cet aspect-là, vous dites que c'est un aspect d'une artère qui est calcifiée. D'accord? C'est un aspect d'une artère calcifiée. Et du coup, là aussi, quand on veut faire une angioplastie, là, il faut vraiment prendre son temps. Il faut choisir son matériel, avoir son rotablator à côté, s'il y a une possibilité d'opérer le malade, pourquoi pas. Parce que le matériel peut ne pas passer à travers ces calcifications. Même si, quand on injecte, on a l'impression qu'il n'y a pas de sténose, que l'artère est bonne, le flux est bon. Mais quand on est en train de faire l'angioplastie, le petit ballon ne passe pas parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc là, il faut avoir du rotablator ou bien envoyer le malade en chirurgie. Donc une calcification, je répète, ça ressemble à un aspect noir comme ça, tonalité osseuse avant l'injection de produit de contraste, mais à projection de l'artère coronaire. Est-ce que ça va? Vous pouvez voir maintenant une calcification. Très bien. On arrive à notre chapitre maintenant, c'est la lésion de bifurcation. Alors la lésion de bifurcation, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est qu'une lésion de bifurcation? Hein? Comme ça, on va avoir des choses un peu plus interactives. Une lésion de bifurcation, ça vous dit quelque chose? Vous savez ce que c'est qu'une lésion de bifurcation? C'est quoi une lésion de bifurcation? C'est une bifurcation. Vous avez une branche mère qui donne deux branches filles et vous avez une sténose. Et cette sténose, il faut absolument qu'il y ait, ça va toucher les trois éléments, soit la partie proximale de la branche mère, soit la partie distale, soit la branche fille. Alors très bien, donc ça c'est une introduction pour ce qu'on appelle la classification médinale, parce qu'on peut dire c'est une bifurcation, mais pas toutes les bifurcations sont les mêmes. Donc la classification la plus connue pour décrire la lésion, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas avec nous, qui peuvent ne pas voir le film, et quand tu veux décrire la lésion, tu lui dis c'est une bifurcation Médina 1-1-1, dans sa tête, sans voir le film, il peut se dire voilà, 1-1-1, ça veut dire que la partie proximale de la branche mère est touchée, la partie distale est touchée, et la side est touchée. Donc là, on peut s'amuser à voir toutes les compilations possibles. Mais il faut savoir que quand on choisit le 1, ça veut dire qu'il y a une lésion. Le 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion. Si on prend ce schéma-là, vous avez une lésion de la partie proximale de la branche et les côtés 1. S'il n'y a rien ici, c'est 0. Puis la side. Donc le 1, le premier chiffre correspond à la proximale. Le deuxième, c'est la branche distale. Le troisième, c'est la branche fille. Toujours. Et le 1 et le 0 en fonction de l'atteinte. S'il y a atteinte ou pas d'atteinte. Mais cette classification Médina, on va voir deux ou trois cas avant de vous dire un autre élément sur cette classification. Si on prend cet exemple-là, est-ce qu'il y a un volontaire qui peut nous décrire cette bifurcation? Est-ce que déjà c'est une lésion de bifurcation? C'est une bifurcation. C'est une bifurcation. La branche mère, elle est où la branche mère? Un cancer, la branche mère, c'est toujours celle qui a un gros diamètre. C'est pas par la marginale, parce que la marginale, des fois, peut être une branche mère. Si elle a un gros diamètre. D'accord? C'est ça l'essentiel. Donc du coup, ça d'ailleurs, d'abord c'est quelle artère? C'est une circonflexe. Très bien. Donc sur cette circonflexe, vous avez, regardez, ça c'est la partie proximale. Est-ce qu'il y a une atteinte ici? Ben non. Il n'y a pas de sténose. Elle est grosse. Pour qu'il y ait atteinte, il faut que le degré de sténose soit supérieur à 50%. Pour dire qu'il y a une atteinte, il faut qu'il y ait une petite plaque non significative. Il faut qu'il y ait au moins plus de 50% sur une artère. Donc là, c'est moins de 50%, on peut dire que c'est 0. Là, 1. Et là, il n'y a rien. Donc c'est 0, 1, 0. Très bien. Donc c'est une lésion de bifurcation CX marginale de type 0, 1, 0. Regardez ce cas-là. C'est quelle artère? C'est quoi les branches, les nez? C'est septal, donc c'est l'IVA. Ok? C'est septal, donc c'est l'IVA.
Donc, la bifurcation, elle est là. Vous avez là, 1, 1, 0. Ah, j'ai caché la réponse, non. C'est pas grave. C'est 1, 1, 0. Ça, c'est un troisième et dernier cas. Vous avez... pardon. Des données ici, c'est pas grave. Donc là, c'est 0, 0, 1. Donc c'est une bifurcation CX marginale de type 0, 0, 1. Pas grave. Donc là, il y a ce qu'on appelle la vraie bifurcation. Donc on a parlé des bifurcations, mais qu'il y a les vraies bifurcations. La vraie bifurcation, c'est lorsqu'on a une atteinte de la branche principale et obligatoirement une atteinte de la branche phi. Donc les vraies bifurcations, il y a trois types. Il y a le 1, 1, 1, le 1, 0, 1 et le 0, 1, 1. Pourquoi on en parle? Parce que ça constitue 56% des cas qu'on fait en angioplastie. Et c'est des vraies bifurcations parce que ça rend les choses un peu plus complexes en angioplastie. À chaque fois qu'il faut stenter, par exemple, quand l'artère phi n'est pas touchée, quand on dilate l'artère principale, on se dit que la branche phi ne va pas se fermer. Il y a moins de risque de fermer la branche phi. Mais quand on a une plaque d'athérome sur l'origine de la branche phi, quand on fait une dilatation coronaire de la branche mère, on a peur que cette artère se bouche. Donc il faut absolument mettre un guide et la protéger. Peut-être finir avec un kissing par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle la vraie bifurcation. Et ces vraies bifurcations, en pratique, ça ressemble un peu à ça. C'est quelle incidence déjà? Qui peut nous dire l'incidence? OAG, crânial ou caudal? Crânial, c'est l'OAG crânial. Donc c'est l'incidence dont on a parlé tout à l'heure qui nous montre l'ostium du tronc commun pour l'angioplastie du tronc. Vous avez ici quelle artère? C'est l'IVA. Vous avez les branches septales. Ça, c'est une diagonale qui sort. Regardez, la sténose, elle est là. D'accord? Et vous avez l'atteinte de l'ostium de la diagonale. Vous avez la partie proximale de la branche mère est touchée. La branche distale, c'est 0. Et la diagonale est touchée. Donc c'est 1, 0, 1. C'est une vraie bifurcation. Donc si on veut dilater l'IVA, par exemple, il y a un risque que la diagonale se perde. Et ça peut déstabiliser le malade, ça peut créer de la douleur. Donc il faut bien décrire la lésion. Donc c'est une étude. Donc la vraie bifurcation n'est plus utilisée seule pour décider du choix de la technique d'angioplastie. Est-ce qu'il faut protéger ou pas? Est-ce qu'il faut mettre deux stents ou un seul stent pour la bifurcation? Il y a une étude qu'on appelle Definition. L'étude Definition, elle permet donc une nouvelle définition de la vraie bifurcation complexe, vraie bifurcation simple. Vous me suivez? Il y a la vraie bifurcation, une atteinte de la branche mère et la branche phi. Maintenant, il y a la vraie bifurcation, mais complexe ou simple. Alors pourquoi je dis ça? Parce que des fois, vous avez des critères majeurs et des critères mineurs. Par exemple, pour des lésions d'une IVA, donc sans atteinte du tronc commun, si la branche side, la branche phi, il y a une sténose de plus de 90%, mais avec une longueur de plus de 10 mm. Vous avez une atteinte de la diagonale, tout à l'heure, vous avez vu, c'est juste l'ostium, c'est un punctiforme, c'est une lésion courte de l'ostium. Donc on peut dire que c'est une vraie bifurcation simple. Mais quand on a un ostium qui est serré de la diagonale, mais qui s'étend sur une longueur de plus de 10 mm, elle est plus complexe. Donc c'est une vraie bifurcation, mais complexe, et qui va nécessiter d'emblée un autre stent sur la diagonale. On ne peut pas juste s'amuser à stenter l'artère principale. Donc ça, c'est par rapport à la vraie bifurcation, mais complexe ou simple. Alors juste pour avoir un exemple de ce que je viens de dire, regardez ici, c'est l'artère IVA. Et vous avez ici, à ce niveau-là, regardez la diagonale, elle est longue, la lésion. Hein. Pardon. Voilà. L'ostium de la diagonale est touché sur une longueur de plus de 10 mm. Donc on est sur une vraie bifurcation complexe. Est-ce que vous avez compris ce concept de vraie bifurcation et vraie bifurcation complexe et simple? C'est important. Donc là, on passe à l'intérêt des incidences orthogonales. Pourquoi il faut à chaque fois faire une caudale et une crâniale? Pourquoi il faut faire l'OAD crâniale et faire l'OAG crâniale? Les incidences orthogonales permettent de mieux visualiser les artères sur deux angles différents pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Par exemple, si on s'amuse à voir ici, dans cette incidence-là, on peut dire qu'il n'y a rien sur la circonflexe, hein, c'est une caudale, mais regardez en haut, l'IVA, elle paraît bonne. Hein, elle paraît bonne, l'IVA. C'est vrai qu'il y a un petit doute à ce niveau-là, on se dit qu'il y a une petite plaque à ce niveau-là. Donc quand on fait une crâniale, regardez, la sténose est très serrée au niveau de la bifurcation IVA diagonale. C'est ça l'intérêt d'avoir deux incidences orthogonales avant d'évaluer. Juste pour faire un petit exercice, regardez, c'est quelle incidence? Pour montrer l'intérêt des incidences orthogonales, c'est quelle incidence à ce niveau-là? C'est quelle incidence et c'est quelle artère qui est étudiée ici? C'est quelle incidence? C'est à droite. Loi D, caudale. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on voit au centre ici? La circonflexe. Et ça, c'est une grosse marginale. OK?
Et qu'est-ce qui attire l'attention? Vous avez une sténose au niveau de l'origine, la circonflexe. Elle paraît comment cette sténose? Hein? Elle est serrée. Donc c'est une incidence caudale. On fait une caudale un peu plus stricte. C'est-à-dire que le tube, il est plus vers les pieds. On dégage mieux l'ostium ici. Est-ce que vous voyez l'ostium de la même façon? En termes de degré de sténose. Hein? Elle paraît moins serrée. Elle paraît moins serrée, vous êtes sûr? Regardez. Quand on fait une incidence spider, OAG, caudale 25. Voici l'ostium de la circonflexe, la grosse marginale, la circonflexe. Est-ce qu'il y a une sténose chez cette malade? Il n'y a pas de sténose. Donc c'est ça l'intérêt de multiplier les incidences et ne pas se fier à une seule incidence. Donc quand on dit il y a une sténose qui est serrée, on doit l'avoir au moins dans 2 incidences orthogonales avant de dire que c'est une sténose qui est serrée. Hein? Et ça peut être aussi un spasme. C'est pour ça qu'il faut donner des dérivés nitrés pendant la coronarographie pour lever le spasme et avoir le vrai diamètre des artères. Là, en spider, c'est une sonde gauche. Hein? C'est une sonde gauche, donc on est sur le réseau gauche. Alors là, on ne la voit pas. Pardon. Excusez-moi. Alors, on ne la voit pas parce que là, c'était juste un exemple par rapport au réseau gauche. Pardon, oui. Non, je ne peux pas. J'ai pas dit. Non, je ne peux pas. Non. Non, en spider, c'est surtout une incidence OAG caudale. C'est pour voir le réseau gauche plutôt. Hein. Oui, bien sûr. Sur les repères anatomiques, il y a plusieurs éléments. Soit en ayant l'habitude de voir les artères coronaires, soit il y a le rachis. Des fois, quand on peut voir le rachis, quand le rachis est à gauche, on sait qu'on est en caudale. D'accord? Quand le rachis, par contre, dans des incidences comme ça, on peut ne pas voir le rachis. Regarde, le rachis, il doit être là. Hein. Vous pouvez voir ici le rachis. Et puis la pointe du cœur, il va vers de l'autre côté. On sait qu'on est en caudale. On est en OAD. En OAD. Ouais. Ouais. Quand le rachis est à droite, on est en OAG. Je vais vous montrer un exemple où le rachis est à gauche. Mais des fois, on n'a pas toujours ça. Après, il y a plusieurs astuces. Hein. Si on ne veut pas se casser la tête, vous avez sur la console, c'est écrit en bas, RAO. RAO, c'est Right Anterior Oblique. OAD. Hein, caudal ou cranial. Sinon, vous avez l'histoire du rachis. Quand c'est à gauche, ça veut dire qu'on est en OAD. Quand le rachis est à droite, on est en OAG. Voilà, le rachis, il doit être là, en OAG. Regardez le rachis, il est là. Les vertèbres, vous les voyez, ils sont à gauche. Ça veut dire qu'on est en OAG. D'accord? C'est une très bonne question, ce que vous avez posé. Alors là, c'est un exercice qu'on peut faire aussi. Regardez, c'est un patient, c'est important, j'ai jugé que c'était important de faire le lien entre le cas clinique, ce que vous recevez comme malade, et ce que vous voyez en coronarographie pour essayer à la fois d'interpréter et reconnaître les lésions responsables. Parce que des fois, il y a beaucoup de discordance. On a la clinique qui dit le patient a mal, il a un syndrome coronaire, mais quand vous faites la coronarographie, on ne voit pas grand-chose. Des fois, ce sont des lésions qui sont cachées. Avant de dire que c'est un minoca, mais il y a des lésions qui sont cachées. Par exemple, regardez ici, vous avez un estémoin en latéral, les troponines positives. Ça, c'est quelle incidence? Si les côtes sont là, ça veut dire que le rachis est là. C'est l'OAD. Très bien. Et l'artère qui vient au centre, c'est quelle artère? C'est la circonflexe. Très bien. Donc on peut voir la partie proximale jusqu'au départ de cette petite branche, la deuxième branche marginale. Donc, comment vous jugez cette circonflexe? Est-ce qu'elle est normale, cette circonflexe? Est-ce que vous voyez quelque chose sur la circonflexe? Il y a un petit pincement ici. Vous jugez cette sténose à combien? 50%. Hein? 30%. Hein? 50. Elle est très serrée. Il y a 50 et 90%. Vous voyez comment le jugement est différent quand on voit. Donc c'est pour ça qu'il faut multiplier les incidences. Et il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser. Donc là, c'est une caudale. Oui. Alors, en toute honnêteté, le dérivé nitré, on le ramène de France. Il n'est pas commercialisé au Maroc. Vous savez. Donc, quand on a le nitré, on le fait. Même pour la radiale. Mais sinon, on met du Loxène. Un décardipine injectable, ça peut aider un petit peu. Bien sûr. C'est très important parce qu'on peut sous-estimer le diamètre du stent qu'on va choisir. Parce que si on sous-estime le stent, si on met un stent de petit calibre par rapport au diamètre de l'artère, c'est une cause de thrombose de stent et de rosténose tardive. C'est très important de connaître le vrai diamètre des artères. Donc, non, il n'y a pas de stent. Alors là, c'est par rapport à la relation entre le territoire latéral du syndrome coronaire aigu
et l'artère coupable. Généralement, il faut faire attention à l'électrocardiogramme pour reconnaître l'artère coupable. C'est un latéral, ça peut être une circonflexe, une diagonale. Il y a des gens qui disent 90%, 70%, mais la coronarographie, il n'y a pas une seule incidence. C'est ça l'intérêt de faire plusieurs incidences traditionnelles, même si on ne connaît pas toutes les incidences, mais on fait au moins une OAD caudale, crâniale, la spider, minimum. Ok. Donc on fait notre coronarographie, on passe une incidence crâniale. C'est quelle artère ici? Et qu'est-ce qui attire votre attention sur cette incidence? Hein? Vous arrivez à voir la sténose de la circonflexe. Donc même si on est en crânial, hein, l'IVA, il n'y a rien, mais dans notre tête, il y a quelque chose sur le territoire latéral. Alors, forcément, regardez ici, on a l'impression que c'est une sténose subocclusive, c'est du 99%. Ce n'est plus le degré de sténose qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, quand on voit ça, il faut faire travailler ces ménages. Il faut choisir maintenant les incidences qui vont mieux dégager avec la lésion, qui vont ressortir la CX. Donc on reste sur les incidences classiques. Regardez, on est sur une spider. Hein, regardez le reflux dans la aorte, le tronc distal, la circonflexe, et hop, la sténose, elle est très serrée. C'est une sténose qui est très serrée, ulcérée, et elle est responsable du syndrome coronaire, et c'est une sténose qu'il faut dilater. Et surtout, la circonflexe, c'est une artère qui est trompeuse. On a souvent tendance à sous-estimer le diamètre et la longueur de la lésion. Donc si vous voyez ici la longueur de la lésion, on peut dire, pour ceux qui connaissent un peu, ça fait de 15 mm par exemple, mais si vous revenez à la caudale, elle paraît plus courte, elle paraît moins de 10 mm. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais choisir la longueur du stent sur une incidence caudale. Jamais. Toujours, quand on veut choisir la longueur du stent d'une artère circonflexe, il faut toujours aller vers une spider pour mieux connaître la longueur, la vraie longueur de la lésion. Sinon, on peut s'aider avec le guide, la partie radio-opaque du guide. Oui. Oui, alors pour la crâniale, vous avez l'artère qui vient au centre. C'est l'artère qui vient au centre. Si on est en crânial, c'est sûr qu'on va voir l'IVA. Elle est au centre. Mais quand on est en caudale, c'est la bifurcation du tronc, c'est l'IVA en haut, la CX vers le bas. C'est surtout ça. C'est toujours comme ça. C'est pas... Lorsqu'on est en crânial, c'est l'IVA qui vient au centre. C'est pas la circonflexe. Et l'IVA, là, c'est avec ses artères septales. Oui, en crânial. Donc vous avez le rachis qui est là, les côtes par là. Donc c'est une OAD. Et l'artère qui est au centre, c'est une IVA. Donc c'est une crâniale. Et en même temps, vous avez le tube. Si vous assistez à la coronarographie, vous avez le tube du malade qui est vers la tête. Donc il est en crânial. Même si, hein, donc il y a plusieurs éléments en fonction de là où vous êtes. Si vous avez un CD de coronarographie, vous pouvez vous aider du rachis et les côtes et l'aspect de l'artère qui est au centre. Sinon, vous avez les incidences qui sont écrites sur l'écran du CD. Ça va vous aider. Oui. Caudale. Ouais, j'ai corrigé tout à l'heure, j'ai dit crânial. C'est une OAG caudale. Voilà, ça c'est la lésion de la circonflexe. On passe maintenant à une autre définition, ce qu'on appelle la notion de collatéralité. Vous avez souvent entendu dans des comptes rendus, on parle d'une occlusion de l'IVA par exemple, avec une bonne reprise par le réseau droit. Occlusion de la circonflexe avec une bonne reprise. Donc c'est souvent le lit d'aval, quand on a une occlusion par définition, on ne voit pas la continuité de l'artère. Le lit d'aval n'est pas visualisé. Mais parfois, quand on injecte le réseau contralatéral, ça reprend le réseau qui est occlu. Et pour mieux définir cette reprise, parce que des fois la reprise elle peut être totale, elle peut être partielle, ou on peut ne pas voir de retour par rapport à l'autre artère. Donc quand on parle d'occlusion, il faut absolument parler du lit d'aval parce que ça conditionne la revascularisation. Quand on veut faire une angioplastie, une occlusion chronique ou une chirurgie, il faut absolument connaître le lit d'aval avant de décider. Parce que si le lit d'aval est malade, on ne peut pas mettre un pont là-bas, ligne d'angioplastie. Donc la classification Reintrop nous permet de voir, quand on dit occlusion de l'IVA avec une reprise par le réseau droit Reintrop 3, ça veut dire que toute l'IVA est reprise, toute la partie occluse est reprise et on la voit bien. D'accord. Quand elle est partiellement reprise, c'est Reintrop 2. Quand on voit juste les branches septales de l'IVA, c'est un Reintrop 1. Alors juste pour avoir un exemple de ce que je viens de dire maintenant, regardez ici, c'est quelle artère ici? C'est la coronaire droite, et hop, elle reprend quoi? Une IVA. Totalement l'IVA, jusqu'à l'IVA proximale. Et regardez, vous avez un lit d'aval qui est bon, les branches septales, les branches diagonales. Donc c'est un Reintrop 3. On dit occlusion de l'IVA avec une bonne reprise par le réseau droit. Reintrop 3, ça veut dire qu'elle est totalement reprise. On peut même décrire la qualité du lit d'aval qui est bon. Il y a aussi la classification TIMI. Alors la classification TIMI, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est dire TIMI? On entend souvent TIMI, flux TIMI 3, flux TIMI 2. C'est quoi TIMI? Les anciens... Ça c'est... Alors TIMI, c'est... Hadik.
thrombolysis in myocardial infarction, TIMI, thrombolyse dans l'infarctus du myocarde. C'est des études très anciennes. Il s'amusait à prendre des ST+, il les thrombolysait, il faisait la coronarographie et il évaluait le flux dans l'artère coronaire. Alors quand il y avait un flux zéro, ça veut dire que rien ne passe, flux TIMI 0, artère occluse, rien ne passe. Quand vous avez un flux TIMI 3, c'est l'artère, le sang il passe avec une belle vitesse qui est correcte. Hein. Et TIMI 2, on a pacifié toute l'artère, mais de façon ralentie. Et le flux TIMI 1, il y a une opacification partielle de l'artère. Donc ça, c'est par rapport à la vitesse du flux. Alors je vous donne juste un exemple par rapport à ça. Regardez, ici, c'est quel flux? TIMI 0, c'est une artère occluse, flux TIMI 0. Et puis, vous avez un flux TIMI 3. Et entre les deux, vous avez le TIMI 1 et TIMI 2. Donc TIMI 2, ça ressemble à ça, mais avec une vitesse plus ralentie. TIMI 1, vous avez un peu plus ça, mais jusque-là, on ne voit pas la distalité. C'est un TIMI 1. Là, c'est la notion de dominance. Parfois, on parle de dominance gauche, dominance droite. Donc là, il y a deux écoles. Il y a des gens qui te disent la dominance d'une artère, c'est l'artère qui vascularise le territoire inférieur du ventricule gauche. Des fois, on a une IVA qui vascularise le territoire inférieur. À ce moment-là, on dit une IVA dominante. Et là, vous avez des droites, par exemple, hypoplasiques, limitées au VD. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais regardez, ça ne vascularise pas le territoire inférieur. Donc, c'est une droite qui est dominée. On parle de droite hypoplasique. C'est deux exemples de droite hypoplasique. Et là, on s'attaque à une autre partie des coronarographies, c'est le contrôle des pontages. Alors, plusieurs fois, surtout chez nous au Maroc, on reçoit des patients qui sont pontés, qui ont eu des pontages autocoronaires, mais qui n'ont plus le compte rendu. Alors, il est très important, avant de s'engager dans une coronarographie de pontage, il faut absolument avoir le compte rendu pour pouvoir au moins savoir ce qui a été fait. Est-ce que c'est du tout artériel? Mais même si quand on dit tout artériel, ce n'est pas juste les mammaires. Est-ce qu'il y a eu une seule mammaire, mais elle était séquentielle sur plusieurs éléments? Est-ce qu'il y a eu des prélèvements veineux? Même des fois, là, on a des fois les chirurgiens qui peuvent mettre des anneaux sur l'origine des ponts qui sont mis, surtout lorsque c'est des ponts veineux. Ils mettent des anneaux pour te dire, voilà, ça c'est un pont veineux vers la droite, vers la marginale, et là pour la mammaire. Il n'y a pas plus simple que d'intuber une artère mammaire. Parce que si tout est artériel, on injecte les mammaires et puis c'est tout. Mais quand il y a des ponts veineux, des fois on peut mettre plus de temps à les retrouver, surtout quand il n'y a pas de marqueur, quand il n'y a pas de compte rendu. Donc ici vous avez une opacification d'une... Ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Hein. Vous avez une sonde fémorale, une sonde mammaire qui monte ici, ça c'est la mammaire interne droite. Et elle est branchée sur une branche marginale. Regardez. Donc déjà quand vous voyez bien sûr des anneaux ici, ça veut dire que le patient a eu une sténotomie. Hein. Donc vous avez la mammaire interne qui est branchée sur la branche marginale. Ça c'est le réseau ponté, ce n'est pas le réseau natif. Dans une coronarographie, il faut toujours préciser le réseau natif avant le pontage. On injecte les réseaux natifs et puis on injecte les mammaires pour dire le réseau mammaire. On dit que le pont mammaire interne droite vers la marginale est bien branché, c'est un bon résultat. Et vous avez le pont à gauche, on part à gauche, toujours par voie fémorale, on intube l'ossion de la mammaire au niveau de la sous-clave. On monte au niveau de la sous-clave et on descend au niveau de la branche mammaire interne. Et voilà, regardez, elle est branchée sur quelle artère ici? Sur l'IVA. Vous pouvez très bien voir que le chirurgien ici il se met toujours sur la bifurcation, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'au niveau de la bifurcation, la zone d'ancrage du pont elle est plus large. Donc il se met à l'aise là-bas. Et vous avez bien sûr une très bonne perfusion en antérograde et même en rétrograde, vers la partie proximale de l'IVA. Elle est perfusée avec la diagonale. Donc c'est un pontage qui marche. Effectivement, oui, pour les mammaires. Mais généralement, c'est la mammaire interne gauche, généralement. Maintenant, il y a des chirurgiens qui, pour ne pas perdre beaucoup de temps, ils mettent la mammaire, lorsqu'il y a une belle mammaire, ce n'est pas très loin, ils mettent sur une IVA diagonale, marginale, une seule artère, une mammaire. Absolument. C'est pour ça qu'il faut avoir un compte rendu opératoire. Si le chirurgien vous dit j'ai mis une mammaire interne droite sur une marginale, il faut aller intuber la mammaire. Voilà. Sinon, quand on a des ponts veineux, on peut aller vers le troisième anneau de la sténotomie, généralement, classiquement. Le troisième anneau de la sténotomie, c'est là où il y a le pont veineux vers la coronaire droite. Troisième anneau de sténotomie. Bon, ça, c'est un autre chapitre, c'est le chapitre des anomalies de naissance des artères coronaires. Mais là, je voudrais juste corriger une information. Ce n'est pas une anomalie de naissance, mais c'est des anomalies de connexion. Parce que, embryologiquement parlant, la coronaire ne naît pas de l'aorte. Elle naît du ventricule. Et elle se connecte vers l'aorte. D'accord? Et c'est là où on peut avoir des anomalies de connexion, soit en termes de nombre, tu as deux ostia coronaires droites, par exemple, ou en termes de situation, par exemple, la CX, normalement, qui naît du tronc gauche, elle peut naître du sinus antéro-droit, à côté de la coronaire droite. L'IVA, au lieu de naître au niveau du sinus postérieur, elle va naître du sinus antérieur à côté de la coronaire droite. Donc ça, c'est un exemple qu'on a fait au service.
Regardez, là, en intubant la coronaire droite qui est là, vous avez une branche qui sort à ce niveau-là. C'est quelle artère? C'est l'artère. C'est une anomalie de connexion de la circonflexe. C'est la forme la plus fréquente des anomalies de naissance de la circonflexe. C'est celle qui est proche, qui est née du sinus antérodroit. Et pourquoi c'est important quand on voit, même si les coronaires sont lisses. Alors, quand vous recevez un compte rendu de coronarographie et on vous met anomalie de connexion de l'artère coronaire, surtout de la circonflexe qui naît du sinus antérodroit proche de la coronaire droite, même si les coronaires sont normales, votre malade a fait une syncope ou une douleur thoracique angineuse, modifie sur le CG, il ne faut pas dire que c'est une coro normale. Il faut absolument compléter par un coroscanner parce qu'il y a le trajet. Il faut absolument voir le trajet de l'artère coronaire parce que si en coronarographie, on voit juste la lumière des artères, on ne voit pas ce qu'il y a en amont ni en aval. Mais parfois, on a le trajet de l'artère qui est comprimé entre l'artère pulmonaire et l'aorte et c'est mortel. Parfois, ça peut provoquer des morts subites. Donc, c'est des indications opératoires. Donc, du coup, ici, il y avait une sténose coronaire et ça a été dilaté, stenté ce malade. Après avoir discuté avec le chirurgien, on a fait le coroscanner. Il n'y avait pas de trajet pathologique, mais on a dilaté sur ce niveau, à ce niveau-là. Chez le même malade, chez le même patient, vous avez ici, à côté, on n'a pas trouvé le réseau gauche. Hein. On est en train de chercher le réseau gauche, il n'y a pas de réseau gauche. On est parti vers la droite, on injecte la coronaire droite, et juste à côté, la sonde saute, on est sur la CX, anomalie de naissance, et on ne trouve pas d'IVA. Et d'un coup, on la trouve juste à côté, l'IVA qui est né du sinus antérodroit aussi, hein, chez le même malade. Alors, il y a une autre notion, c'est la resténose intrastinte. Plusieurs fois, vous recevez des patients, resténose intrastinte, mais pas toutes les resténoses sont les mêmes. Et ce qu'on appelle des resténoses, il faut bien définir la resténose, parce que quand on parle au téléphone ou là avec quelqu'un, on lui dit, oui, on a trouvé une resténose intrastinte. Laquelle? Alors, elle peut être focale, parce qu'il y a un seul point, c'est juste une petite sténose intrastinte. C'est un seul point. On dit qu'il est focal. Rappelez-vous juste de ça, focal, un seul point. Après, elle peut être proliférative. Diffuse ou proliférative, mais plutôt moi j'utilise ces deux termes pour simplifier. Soit on dit elle est focale lorsqu'elle est juste localisée au niveau du stent, c'est de la néoathérosclérose, donc elle est focale. Soit on dit qu'elle est proliférative, ça veut dire qu'elle s'étend sur tout le stent. Maintenant, elle peut être occlusive si on a une thrombose tardive du stent, elle peut être occlusive. Elle peut être en aval du site d'angioplastie lorsqu'elle prend la sortie du stent vers le bas, on dit en aval du site d'angioplastie, ou bien lorsqu'elle est en amont, on dit en amont du site d'angioplastie. Donc si vous écoutez, enfin si on vous dit sténose proliférative en amont du site d'angioplastie, ça sous-entend que ça prend le stent et en amont, ou là, à la sortie du stent, c'est en aval du site d'angioplastie. Proliférative, c'est juste intrastent dans la... Et puis à la focale, c'est à ce niveau-là. Donc le traitement des resténoses, c'est surtout le ballon actif. Ça permet d'avoir moins de métal, stent intrastent. Donc c'est une recommandation classe 1A, c'est approuvé avec des ballons à paclitaxel. Sinon, on peut s'aider de stent, intrastent. Il faut juste changer la molécule. Si on a utilisé le zotarolimus, on met de l'éverolimus pour essayer de... Il faut savoir aussi que quand on met un stent, on provoque de l'inflammation. C'est pour ça qu'on a des fois des sténoses en amont du site d'angioplastie, parce qu'il a été démontré que quand on met un stent, il y a de l'inflammation qui se fait localement au niveau de la zone d'implantation par le polymère, mais même en amont, lorsqu'il y a des plaques d'athérome, même non significatives. Donc ça accélère le processus des plaques de sténose, des plaques non significatives, parce que l'inflammation va augmenter. Donc ça provoque des resténoses intrastantes, d'où l'intérêt du limus, de la molécule qui est dans le stent, pour ralentir ce phénomène, et du traitement médical qui est bien sûr très important, les statines et le reste du traitement, antihypertenseurs, les IEC, les bêta-bloqueurs, etc. Alors ça c'est un exemple de resténose proliférative du stent. Regardez, il y a le stent ici, regardez, il y a un petit passage en bas, donc c'est pas totalement occlusif, donc c'est une resténose sévère proliférative intrastente de l'hiver, parce qu'il y a une septa ici, d'accord, qui sera dilatée. Alors, resténose en aval du site d'angioplastie, vous avez un stent ici, vous arrivez à le voir. Hein, et là, c'est un exemple type de resténose intrastente, mais à la sortie du stent, donc en aval du site d'angioplastie, associé à une sténose du tronc commun distal. Donc, il sera dilaté, ça c'est au ballon. J'ai mis le stent à la sortie. Ça, c'est juste pour vous expliquer un peu les étapes de l'angioplastie. Un pote. Résultat, voilà, vous voyez très bien qu'on a bien dilaté la sortie du stent. Alors ça, c'est... Pardon? Si, je l'ai mis. Alors ça, c'est un cas... pourquoi j'ai mis ce cas? Je viens de rajouter il y a une demi-heure avant de démarrer le topo. Alors c'est un patient qu'on avait dilaté en début d'année 2022 et que j'ai redilaté au mois de janvier ou février, donc 7 mois plus tard.
Pourquoi j'ai mis ce cas? Parce que regardez, on avait mis un stent dans le cas d'un syndrome coronaire au niveau de l'ostium de la coronaire droite. Tous les stents, tous les ostiums, les lésions osseeuses de la coronaire droite sont resténosantes parce qu'elles sont très calcifiées. C'est connu, c'est une définition. Parce que la texture de l'ostium coronaire, elle diffère du reste de l'anatomie coronaire par le fait qu'elle est proche de l'aorte. Donc on a plus de fibres musculaires que de fibres normaux. Et du coup, donc c'est une zone qui est calcifiée. Lorsqu'il y a de l'athérome, elle est calcifiée, elle est resténosante. Donc ce malade, j'avais dilaté sur l'ostium de la droite au cours d'un syndrome coronaire. Et il revient dans un cas de syndrome coronaire aigu 7 mois plus tard. C'est très fréquent, les ostiums de droite. Donc on l'a redilaté, on a mis un stent beaucoup plus grand. Oui. On utilise même les stents de troisième génération et on impacte bien le stent. Et malgré ça, on fait toujours un pod. D'ailleurs, quand on fait une angioplastie de l'ostium, que ce soit de la droite ou du tronc commun, on met toujours un ballon plus gros de 5 mm que celui du diamètre du stent et on l'inflate à une grosse pression de 18 atmosphères pour qu'il y ait une bonne position du stent par rapport à ça. Et malgré ça, on peut avoir des resténoses. Oui, oui, oui. C'est vrai que le contrôle, quand on dit contrôle des facteurs de risque, c'est théorique. C'est vrai que la majorité des malades, vous le savez très bien, ils arrêtent le traitement, ils continuent à fumer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un vrai contrôle des facteurs de risque. Statine. Oui. Pas tous, la vérité, tout dépend de la lésion. Il y a des facteurs qui sont liés au malade, au diabète, à l'inflammation. Il y a des facteurs qui sont liés à la procédure. Est-ce qu'on a couvert toute la lésion? Est-ce qu'on a choisi le bon diamètre de la lésion? La longueur, le type de stent aussi joue un rôle très important. Les stents de troisième génération, même les deuxième génération restylées, lorsqu'il y a des mailles qui sont fines, lorsqu'il y a une bonne apposition du stent. Et c'est pour ça que le résultat sur lequel on se base, c'est un résultat angiographique, c'est une luminographie, je l'ai dit tout à l'heure. Mais actuellement, bientôt, de toute façon dans d'autres pays, c'est l'imagerie endocoronaire qui compte. On s'amuse plus on se réfère plus seulement à l'angiographie au produit de contraste, mais plutôt à l'échographie endocoronaire, l'IVUS ou l'OCT, parce qu'on voit la paroi de l'artère et on voit la position du stent. J'ai mis 2 ou 3 plaques à la fin, juste pour ça, pour vous montrer au-delà de la luminographie. Il y a même actuellement des angioplasties qui sont faites sans produit de contraste. J'ai assisté à des angioplasties, des CTO, là où ça consomme beaucoup de contraste, et des patients qui sont en insuffisance rénale. Il n'y a aucune injection de contraste. Plutôt une injection pour voir l'anatomie coronaire les lésions, et puis la dilatation se fait. À chaque fois, on met la sonde de l'IVUS pour contrôler la longueur de la lésion, le diamètre, le vrai diamètre de l'artère et la paroi de l'artère. Lorsqu'il y a une zone où le stent est mal apposé, on revient, on met un coup de ballon, et après, on ne fait pas d'angiographie finale, on sort le matériel, le malade est bon. Donc ça permet d'optimiser le traitement, et ça permet de réduire le risque de resténose intrastent. Comment? Oui, mais parfois on peut l'utiliser dans toutes les artères. Mais c'est surtout pour le tronc. C'est vrai que le tronc, parce qu'il est pronostique. Oui. Non, malheureusement. Malheureusement, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec ça, et ça nous rend des services, parce que c'est 4 semaines de double antiagacement plaquettaire. On faisait beaucoup d'infarctus à l'époque, et après 4 semaines, on arrêtait le traitement quand même. C'est pas rien. On avait moins de risques hémorragiques. Après, il y a eu des études qui ont démontré que lorsqu'on mettait un stent actif, tu as moins de resténose. Et ça te permettait on pouvait même raccourcir la durée de la double antiagacement plaquettaire à 4 semaines. Mais là aussi, c'est théorique, parce qu'il y avait beaucoup de biais de sélection, il y avait beaucoup de choses. Et depuis, on a éliminé les stents nus. Mais la vérité, quand on compare la mortalité entre les stents nus et les stents actifs, la mortalité est la même. Mais en termes de resténose, il y a moins de resténose dans les stents actifs que les... Mais en termes de mortalité, la mortalité est la même. Sauf que le stent nu est moins cher. Ça coûtait moins cher que le stent actif. Donc il n'y a plus de stent nu maintenant. Alors ça, c'est un autre exercice. Ça, c'est un infarctus qu'on avait réalisé. Il n'y a pas de stent, c'est juste une stagnation de produit de contraste ou là une calcification. Donc c'est un patient qui est venu pour un STEMI en antérieur, un infarctus antérieur. Occlusion d'hiver moyenne. Vous êtes tous d'accord? Il n'y a pas de reprise, super. Donc on fait notre coronarographie BT disciplinée, occlusion, hiver moyenne. Lorsqu'il n'y a pas de diagonale, c'est juste pour avoir un petit rajout, lorsqu'il n'y a pas de diagonale, on cède de la septale. La première septale nous délimite la partie moyenne de l'hiver. Donc là, c'est une occlusion d'hiver moyenne. On est tous d'accord. Regardez, la circonflexe, une spider un peu comme ça, l'occlusion d'hiver. Il n'y a pratiquement rien sur la CX. On fait l'angioplastie. Qui veut faire l'angioplastie d'emblée? Qui doit se poser des questions? On fait l'angioplastie? Le réseau droit, il n'y a rien, corps normal. On fait l'angioplastie d'hiver, bien sûr, c'est un STEMI. Alors regardez-moi, sincèrement, j'avais douté sur l'ostium du tronc. Regardez, quand j'ai mis le catéguide un peu plus gros et l'ostium du tronc qui est très serré,
Et là, il faut revoir un peu les images de la coronarographie parce que, pourquoi il faut faire attention? Parce que le diamètre, enfin, le calibre de la sonde qu'on utilise pour la coronarographie, il est moins important que le calibre du catéguide d'angioplastie. Donc, on passe du 5 French au 6 French. Donc, des fois, la 5 French peut traverser la sténose ostiale et aller vers le tronc médian. Et quand tu injectes, tu n'as rien du tout. Tu as l'impression que l'ostion du tronc est bon. C'est là où il faut s'aider du reflux vers l'aorte. Quand on n'a pas de reflux vers l'aorte, alors que la sonde est à l'intérieur, ça sous-entend qu'il y a une sténose en amont. Maintenant, quand on met le catéguide, parce qu'il faut dilater le malade, c'est un infarctus. Regardez, en mettant le catéguide, on avait un problème pour intuber le tronc. Et voilà, on trouve que la sténose est là, elle est très serrée. Donc on a le double mal, c'est qu'on a un infarctus, hein, on arrive à dilater l'IVA, donc avec un bon stent, on a un bon résultat, mais il reste l'ostium du tronc. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut dilater le tronc? Bien sûr. Il ne faut pas laisser le tronc commun, parce qu'on peut dire, parce que c'est vrai que c'est une plaque qui devrait être stable, mais le fait de passer un stent, de repasser un ballon, le matériel, on peut déplacer la plaque et il peut monter dans la chambre et faire une mort subite alors que le stent, le résultat de l'angioplastie est bon. Donc c'est pour ça qu'il faut aller dans quelle incidence? Non, c'est pas la spider ici. Regardez, hein, c'est la réponse à votre question tout à l'heure. Regardez, left antérieur oblique 41, crânial. C'est l'OHG crânial. L'OHG crânial, pourquoi c'est important? Parce qu'il nous permet de mieux voir l'ostium du tronc et de positionner notre stent en amont, hein, un peu à la sortie, au niveau de l'aorte, pour mieux couvrir l'ostium, parce qu'il ne faut vraiment pas louper l'ostium. Hein. Et du coup, donc, la position du stent, elle est là. Oui. Là, il ne faut pas traverser. Hein. Le but, c'est pas de traverser. Il faut rester à l'extérieur, mettre le guide. Parce que nous, on ne traverse pas. Il ne faut pas traverser une sténose avec un catéguide, on traverse avec le guide. Le seul problème qu'on peut avoir ici, c'est qu'on ne va pas avoir beaucoup de support. Parce qu'on va mettre du matériel, un ballon, le catéguide va revenir en arrière. C'est ça le petit problème. Donc il faut essayer de manipuler gentiment. Comment? La L. Généralement, quand on fait une angioplastie du tronc, ce qui est recommandé, c'est de prendre. Il ne faut pas avoir un bon appui. Au contraire, il ne faut pas avoir un bon appui. Il faut toujours avoir une sonde qui va s'extuber facilement lorsqu'on va positionner le stent pour pouvoir couvrir le tronc. Mais si tu as un bon appui, tu ne pourras jamais couvrir l'ostium. Et la sonde, le stent, il aura tendance à glisser vers le tronc et tu vas louper l'ostium. Donc il faut toujours laisser la sonde qui flotte dans l'aorte et mettre le stent une partie dans l'aorte et une partie dans le tronc et l'inflater sur cette incidence. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de... Regardez quand on injecte maintenant l'ostium, regardez, c'est une belle incidence pour évaluer l'ostium du tronc. Regardez, l'ostium est bon après l'angioplastie, le reflux dans le sinus valsalva et le bon résultat sur l'hiver. Un autre cas clinique qui peut décrire cette lésion, c'est quelle artère? La coronaire droite. La sténose, elle est comment? C'est le segment 2 déjà. Elle est très serrée, en chapelet. Donc c'est une sténose en chapelet. Elle est longue, elle est de quel type? ABC. C'est un type C, hein, parce qu'elle est longue, voilà, c'est une type C. Et le flux, il est comment sur la droite? C'est pas un TIMI 3 de toute façon. Et c'est pas un TIMI 0. Ça doit être un TIMI. Voilà, on a toute l'artère qui est opacifiée, mais si le flux est ralenti, mais on arrive quand même à voir la distalité. Donc c'est un TIMI 2. C'est un TIMI 2. Donc on avait dilaté un stent. Résultat est bon. Voilà, cette incidence de profil. C'est quelle artère? Hein? C'est la coronaire droite. Alors pourquoi on fait cette incidence profil? Parce que c'est une artère, enfin, c'est une incidence qui nous permet de bien voir, bien sûr, la partie proximale, segment 2, distal, etc. Mais surtout l'ostium. Si on veut mieux évaluer l'ostium de la coronaire droite, c'est l'incidence à choisir. Quand on fait une angioplastie de l'ostium de la droite, il faut absolument vérifier sur cette incidence avant de positionner le stent parce que, regardez, c'est directement lié au sinus de Valsalva. Et après l'angioplastie du tronc, vous avez le reflux dans l'aorte, l'ostium est libre. Alors c'est un autre cas clinique, tabagique, encore d'effort, stress positif, 4 segments. Donc il y a une ischémie qui est significative, vous êtes tous d'accord, il y a plus de 10% de la masse VG qui souffre. Donc s'il faut faire quelque chose, c'est pour améliorer la mortalité. C'est quelle incidence? OAD, exactement. OAD, l'artère qui est au centre, c'est quoi? C'est la circonflexe. La circonflexe, c'est-à-dire, et ça c'est quelle branche? Exactement. Alors, elle peut être soit c'est une bisectrice, hein, parce qu'elle naît du tronc commun, donc c'est une branche bisectrice, mais on peut l'appeler marginale, ça ne change rien. Franchement,
Et en haut, vous avez la partie proximale de l'IVA. Vous pouvez déduire ici la partie nettement. Là, hein, vous pouvez interpréter ici une petite plaque sur la partie proximale d'IVA. Vous avez quelle incidence ici? D, caudale crâniale. C'est une crâniale. L'IVA. C'est l'IVA qui est au milieu. Vous avez des branches septales et les diagonales. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Hein? C'est une reprise. Hein? Ce n'est pas le réseau gauche. C'est quel réseau? C'est droite. Donc c'est Reintrope comment? Il faut voir l'occlusion où est-ce qu'elle est. Bien. Regardez, ça remonte, segment 3, et ça remonte jusqu'au segment 2. Alors quand on voit la coronaire droite, elle est occluse à ce niveau, au niveau du segment 2. Donc la reprise, c'est une Reintrope 2. Barak, Reintrope 2. Et l'occlusion, elle est comment ici? Alors quand vous voyez cette image-là, sans le contexte clinique, hein, si on ne vous a pas donné l'étiquette clinique, c'est une occlusion aiguë ou chronique? Quels sont les critères qui vous disent que c'est une occlusion chronique? La reprise, on peut la voir en subaigu. Hein. La reprise, on peut la voir en subaigu, mais il y a des éléments ici. Elle est calcifiée. Elle est collatérale. Alors regardez ici, il y a des petites branches qui sortent par là et par là. On appelle ça, des fois, en tête de méduse, les branches de la méduse. Donc ça témoigne qu'il y a des collatérales qui veulent court-circuiter cette occlusion. Et il y a aussi, pour ceux qui font de l'angioplastie, il y a un trait noir qui passe par là, ce qu'on appelle le microcanal, un petit pertuis qui laisse passer du... C'est très important pour la technique d'angioplastie. Pour aller en antérograde, il faut mettre des guides avec un grammage élevé sur ce microcanal, essayer de manipuler doucement, et ça va traverser l'occlusion chronique. Donc en termes de technicité, elle paraît plus simple que lorsqu'il n'y a pas de microcanal. Lorsque l'interruption est brutale, lorsque le cap fibreux il est solide. En même temps, dans l'occlusion chronique, il y a un score qu'il faut calculer avant de faire l'angioplastie, ce qu'on appelle le GCTO score, c'est le score japonais. Alors, si ce score il est important, ça sous-entend que la procédure, le taux d'échec est très important. Et il y a plusieurs items. Lorsque l'occlusion est longue, plus de 20 mm, donc c'est côté 1, on a moins de chances de réussir. Une occlusion chronique, une désocclusion d'une artère, d'une occlusion chronique lorsque l'occlusion est très longue, lorsqu'il y a des calcifications, lorsqu'il y a des tortuosités et lorsqu'il y a déjà une première tentative. D'accord? Donc quand il y a ces 4 éléments, ce n'est pas la peine d'aller toucher. Hein? Même si vous êtes l'expert de je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien. Hein? Le pape de l'angioplastie, parce qu'il ne faut pas être le pape, parce qu'il y a un malade derrière, c'est une occlusion qui est chronique, même s'il y a de l'ischémie, bon, c'est un malade qui est stable. Si on perfore une artère coronaire et on peut tuer un malade, et c'est pour ça que les CTO, ça se développe dans certains pays comme le Japon, parce que culturellement, ils n'aiment pas opérer les malades parce qu'il y a une histoire. Et ils sont très forts en CTO, rétrograde, il y a plusieurs techniques, mais quand ça foire, le malade peut rester sur la table. Alors que c'est une lésion qu'on peut gérer médicalement. Honnêtement, on peut gérer médicalement. C'est une droite en plus, hein, c'est même pas une artère pronostique, on a un bon réseau gauche. Donc on a quand même dilaté, ce malade, parce qu'on est parti sur le microcanal. Ce qui nous a encouragé, c'est le microcanal qu'il y avait. On avait mis un guide, je pense un intermédiaire, un trou, il n'est pas très agressif, et il est passé, donc du coup, avec un peu de patience, on est passé, on a dilaté quand même toute l'artère. Et bon, c'est vrai que c'est une artère grêle, regardez, on ne va pas gagner grand-chose, mais quand même, on l'a fait. Bon. Là, c'est un autre cas. Alors, c'est quelle incidence? Un des témoins en antérieur étendu. Je peux les rigoler, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quelle incidence, docteur? Ah, c'est quelle artère qui descend vers le bas? C'est une crâniale, très bien. Alors, la sténose, elle est comment? C'est quelle médina? Partie proximale 1, 1, 1. C'est une vraie bifurcation et la longueur de l'ostium, elle est moins de 10 mm. Donc c'est une vraie bifurcation simple. Okay, on est comme ça. Parce que si ça aurait été une vraie bifurcation complexe avec une sténose de la diagonale qui est très longue, il faut d'emblée partir sur 2 stents. Et quand on met 2 stents sur une bifurcation, le risque de thrombose est imminent, que ce soit en aigu ou en chronique. Donc le moins de métal on met sur une artère, le moins de risque de thrombose on a. C'est ça, c'est pour ça que ah oui, même si c'est une vraie bifurcation, on ne met pas toujours de stent. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'étude de définition. Et je vous assure, hein, cette étude de définition, même à l'EuroPCR, on était à l'EuroPCR, on était avec des Hongrois sur la session commune, avec la Société marocaine de cardiologie. Et tous les orateurs qui ont parlé, ils n'ont pas parlé de l'étude de définition, ils n'ont parlé que de Médina.
Donc le choix de la technique d'angioplastie ne repose pas seulement sur la classification Medina, mais c'est plutôt sur les critères de l'étude de définition, sur la complexité de la vraie bifurcation. Donc ça, c'est une vraie bifurcation, parce que l'ostium de la branche fille est touché aussi, mais la longueur de la sténose sur la diagonale n'est pas importante, même si le diamètre de l'artère est important. On met une prédilatation au ballon, on fait un pot, on ouvre les mailles vers la branche fille, et on fait un kissing, et on vérifie le résultat. Si on a une dissection sur la diagonale, à ce moment-là, il faut rajouter un deuxième stent. On n'est plus dans la définition de Medina, là. On est dans une dissection coronaire, il faut mettre un deuxième stent. Mais lorsque le résultat est bon au ballon, il faut s'arrêter parce que c'est une vraie bifurcation simple, elle n'est pas complexe. Et les résultats à long terme, parce qu'il faut pas voir le résultat en géographique, mais il faut voir le long terme. À long terme, le résultat après un provisionnel stenting est beaucoup meilleur qu'un résultat à deux stents. Surtout lorsqu'il s'agit d'une lésion simple. Ça, l'artère principale et qui signe ballon sur la diagonale. Et si on a une sténose qui persiste sur la diagonale, une dissection coronaire, on a un sus-décalage ST, on mettra un stent. Mais sinon, on la laisse comme ça. Il faut juste récupérer un flux sur la diagonale, c'est tout. Comment? Un ballon actif. Il y a des gens qui font ça maintenant. Ils mettent un ballon actif sur l'ostium de la diagonale. D'abord, ils ouvrent. Mais si jamais tu as une dissection de l'ostium de la diagonale pendant l'angioplastie au ballon, tu seras obligé de stenter, tu vas modifier ta technique d'angioplastie parce que tu ne peux pas à ce moment-là stenter l'artère principale et repasser à travers les mailles puis vers la dissection. C'est pour ça qu'il n'est pas très recommandé de commencer par la branche fille. Il y a des gens qui font une angioplastie au ballon, mais à 4 atmosphères. Et un petit coup de ballon de 2 mm juste pour permettre au guide de repasser, mais sans disséquer. Mais si jamais tu as une dissection, il faut absolument commencer à transformer l'angioplastie en IVA diagonale comme étant artère principale et stenter vers le bas, c'est ce qu'on appelle un TAP inversé. Et ça n'a pas été le cas, donc c'est un cas qu'on avait fait au service. On a décidé de garder les choses simples. C'est une Medina 1 à 1. Donc on a mis un guide sur la diagonale, sur l'IVA et un guide sur la diag. On a prédilaté, on a mis un stent sur l'IVA. On a fait ce qu'on appelle un pot. Le pot, c'est toujours parce que la partie proximale du stent, avant la bifurcation, elle a un plus gros diamètre que la partie distale. Donc quand on met un pot à ce niveau-là, le stent il va jusque-là. Avant la bifurcation, on met un ballon plus grand de 0,5 mm par rapport au diamètre. Par exemple, si on choisit un stent de 3 mm ici, on part sur un 3,5. Il permet à la fois de bien la poser la partie du stent proximal et d'ouvrir les mailles vers la branche fille pour mieux pouvoir repasser à travers les mailles. Et puis voilà, donc on termine par un kissing. Regardez, on met un ballon sur la diagonale et un ballon sur l'IVA pour avoir un résultat comme ça. Qui s'arrête ici, qui veut faire un stent? On s'arrête. Regardez, on s'arrête. Vous avez un malade qui est stable. Il n'a plus mal. Et à cette étape-là, c'est pas compliqué de mettre un stent. Franchement, c'est pas compliqué parce que les mailles sont bien ouvertes. On peut faire passer un deuxième stent, le mettre en tape, il va sortir un tout petit peu vers l'artère principale. Et c'est pas bon. Parce que là, on est en très proximal de l'IVA, et si jamais les mailles ressortent au niveau de l'IVA, on va alourdir le pronostic sur les événements concernant l'artère principale qui est l'IVA à long terme. Si jamais il thrombose le stent de la diagonale, il va faire un événement sur l'IVA, c'est sûr, proximal, il peut aller en choc cardiogénique. Et c'est arrivé tout récemment, on a fait un malade, un Italien, qui était à Paris, et il avait fait une angioplastie, il était très content, et il savait ce que c'était un DK crush. C'est une technique très complexe d'angioplastie, d'une IVA diagonale. Et depuis, il faisait de la douleur. 6 mois après, il faisait de la douleur. Il a fait une choro 1 mois avant de me voir, et le cathétériseur n'a rien trouvé, il n'y avait rien, absolument. J'ai revu le film au point que j'ai dit, c'est pas la peine de refaire une coronarographie. Et d'ailleurs, c'est un malade, le professeur Moustapher. Je lui ai dit, écoutez, on ne va pas chaque mois refaire une coronarographie. J'ai vu le film, il n'y a rien, votre angioplastie est bonne. Mais la douleur était typique. Et son électro n'était pas modifié. Et par précaution, parce que bon, c'était une personnalité, on lui a demandé de rester la nuit pour ne pas repartir chez lui. On a refait les troponines, c'était à 4000, à la 21h. Et on refait la coronarographie, il a thrombosé le stent de la diagonale et il y a un thrombus qui flottait sur le stent de l'IVA. Donc c'est même pas une grosse diagonale, c'est un stent de 2,25 qu'ils ont mis sur la diagonale, mais ils ont compliqué la procédure. 6 mois plus tard, il allait passer ce malade. Donc du coup, on a tout ouvert, mais j'ai gardé un stent sur l'IVA et j'ai ouvert les mailles vers le stent que j'ai rouvert sur la diagonale. Mais je n'ai pas remis un autre stent sur la diagonale. Donc il faut toujours garder les choses simples, mais il ne faut pas être simpliste, hein, mais il faut respecter les recommandations. Et surtout, il faut bien reconnaître la lésion quand on a une classification Medina, une vraie bifurcation simple. Il faut d'emblée partir sur un seul stent. Mais quand c'est complexe, c'est 2 stents d'emblée, 2 stents. Il ne faut pas s'amuser à faire un kissing et sortir sur une plaque qui est très longue sur une branche fille.
Franchement, non. Franchement, non. Parce que là, il faut d'abord toujours garder en tête qu'il faut assurer l'artère principale. On assure l'artère principale. Parce qu'une branche fille, généralement, son diamètre, ici, c'est la diagonale est bien développée, mais pas autant que l'IVA. Même si on ferme la diagonale, il peut faire un infarctus péropératoire. Il va faire de la douleur, il va élever ses troponines, mais il n'y aura pas une aggravation de la fraction d'éjection. Il n'y aura pas une altération profonde de la fraction d'éjection, parce que la mortalité est directement liée à la fraction d'éjection VG. D'accord? Donc si c'est une petite diagonale, enfin pas petite diagonale, un petit vaisseau, même si ça se ferme, il va peut-être faire de l'assistance cardiaque, 40%, 45% des feux que tu vas pouvoir gérer par la suite. Mais quand tu as une occlusion de l'IVA, par exemple, ça c'est foutu, c'est du 25% des feux, et c'est une mortalité à 5 ans importante, avec toute la morbidité qui s'en découle. Donc du coup, on s'est arrêté à ce niveau-là, on n'a pas mis de deuxième stent, et on est sûr qu'à long terme, c'est ça le but de reconnaître les recommandations, enfin de mieux lire cette coronarographie, c'est qu'on est sûr que notre pratique est bonne et que le résultat à long terme est mieux, beaucoup mieux que lorsqu'on met un deuxième stent. Oui. Mhm. Pas du tout, pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le stent, il est mis au niveau de l'IVA. Il y a des petites pertuis qui laissent couler du sang vers la diagonale, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de switcher les guides, faire passer un guide à travers les mailles du stent vers la diagonale, et on fait passer un petit ballon entre l'IVA et la diagonale, on le gonfle pour ouvrir les mailles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un kissing au début. Regardez, ça, c'est comme ça qu'on a fait. Donc il y a un ballon qui part de l'IVA vers la diagonale et un ballon qui est dans la diagonale. Ça, c'est ce qu'on appelle un kissing. On gonfle les ballons en même temps. On est en train de créer une nouvelle carène. Donc quand on fait ça, on crée une nouvelle carène. On a une nouvelle carène. Donc à la bifurcation, regardez, on a pratiquement un ostium. Il y a une petite plaque ostiale de la diagonale, mais elle n'est pas significative, elle est stable. Donc voilà, on le laisse comme ça. Ça, c'est un patient, un lèche témoin en latéral. C'est quelle incidence? Hein? C'est un OAD crânial ou caudal? C'est caudal. C'est une caudale. L'artère que vous voyez là, c'est laquelle? Elle est normale, elle est malade. C'est X proximal. 0, 1, 1. Donc c'est une bifurcation. Une vraie bifurcation, parce qu'on a une atteinte de l'artère de la branche mère et on a une atteinte de la branche fille. Et est-ce que c'est une vraie bifurcation simple ou une vraie bifurcation complexe? Complexe. Hein? À ce moment, on est sûr qu'il faut aller sur 2 stents ici. On ne va pas aller sur un provisional stenting. Donc du coup, voilà, sur une spider, on voit très bien la sténose de la CX à partir de la première marginale et la sténose de la marginale. Okay? On a une vraie bifurcation. Là, c'est juste pour rappeler la vraie bifurcation. On est en 0, 1, 1. Hein? Donc c'est la troisième. C'est les 56%. Et puis il y a le diamètre des artères. On a une belle marginale, 2,5 mm. Donc c'est une branche dont on a besoin. Donc il faut dilater la branche aussi. La branche principale, c'est la CX parce qu'elle est plus grosse que la marginale, ou pratiquement les mêmes. Donc on prédilate au ballon la première, au ballon la deuxième. Et regardez, donc on a un bon résultat au ballon. Et maintenant, il faut stenter la branche principale. Regardez la sténose de la marginale, on ne peut pas la laisser comme ça. Hein? Donc on met un stent aussi, on fait un pot, toujours, on optimise le traitement en amont de la partie proximale du stent, et ça permet d'ouvrir les mailles vers la branche marginale. Et bien sûr, on fait passer notre stent à travers les mailles du premier stent. Regardez ça, c'est ce qu'on appelle, voici le stent donc, qui est sur la marginale. Et ça, c'est quoi? C'est un ballon. C'est un ballon de sécurité. On appelle ça un ballon de sécurité parce que des fois, le stent peut glisser dans l'artère principale. On n'arrivera plus à mettre un ballon dans l'artère principale. Donc il vaut mieux le laisser en bas. Comme ça, parce que le stent, la technique, ça s'appelle un tap, T and protrusion. Ça veut dire qu'une partie du stent va entrer dans l'artère principale. Une toute partie, le point noir du stent ici, va rentrer dans la CX. Donc il faut absolument qu'il y ait un ballon en bas, parce que quand on va ouvrir le stent de la marginale, ce ballon, on va le reculer un peu en arrière pour pouvoir créer une nouvelle carène et ne pas fermer la circonflexe. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, on a inflaté le stent de la première marginale et bien sûr, on fait reculer le ballon de sécurité et réaliser ce qu'on appelle un kissing final pour avoir un résultat pareil. Regardez. Donc vous avez, hop,
sur deux incidents. Ça, c'est la caudale stricte. Vous voyez très bien quand on évalue mieux la bifurcation CX marginale. Regardez le résultat de l'angioplastie est juste bon. Et ça, c'est une caudale OAD caudale. Et vous avez la bifurcation qui est saine avec une nouvelle carène. Alors ça, c'est une image. C'est quelle incidence? OAD. L'artère que vous voyez ici, septale, diagonale, c'est une IVA. Donc c'est une crâniale. Alors, est-ce que l'IVA est normal? Non? Est-ce qu'elle est la sténose? Il est ralenti, le flux, oui. Est-ce qu'il y a une sténose? Non? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Un segment? Lequel? Ah ouais, le segment distal, c'est celui-là, l'IVA distal. Mais on peut voir qu'il y a un rétrécissement, mais qui est long. Hein. On n'a pas l'impression que c'est une sténose irrégulière. Ce n'est pas la sténose habituelle athéromateuse irrégulière, mais on a l'impression que c'est régulier. Et ça, il y a un rétrécissement brutal et ça part sur une longueur avec un ralentissement du flux. On a l'impression que ça ne passe plus. Ça, c'est un aspect typique d'une dissection coronaire spontanée, ce qu'on appelle escade. C'est ça, ce qu'on appelle une dissection spontanée. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les infarctus à coronaire angiographiquement saines. Il n'y a pas d'athérome. Et c'est là où il faut faire de l'échographie endocoronaire. Et vous allez voir qu'un faux chenal, un vrai chenal. Et la question, c'est qu'il ne faut pas traiter. On ne met pas d'angioplastie d'une dissection coronaire parce que quand on met un stent à ce niveau-là, le faux chenal peut s'étendre en amont ou en aval. En fait, il y a un risque d'extension de la dissection et on aura une thrombose immédiate. Donc, du coup, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est que même pas l'aspirine ou le Plavix, etc., parce qu'il faut que le faux chenal thrombose. Dès qu'il y a thrombose du faux chenal avec résorption, il y a une récupération totale ad intégrante de toute l'artère dans l'escade. Donc ça, c'est un type de dissection. Il y a un deuxième type. Regardez à ce niveau-là. Vous avez... C'est des dissections spontanées, effectivement. Regardez ici, vous avez un diamètre qui est bon, et d'un coup, vous avez une réduction de lumière qui est très longue. C'est une dissection longue spontanée de l'IVA. C'est un contexte toujours de syndrome coronaire. Rien du tout. Alors normalement, quand c'est totalement occlusif, ça arrive. Quand c'est totalement occlusif. Maintenant, il y a un flux qui passe. Quand c'est totalement occlusif, ils mettent ce qu'on appelle des catching balloons. C'est des ballons avec des petites lames qui permettent de faire communiquer le faux chenal avec le vrai chenal. Et ça permet d'évacuer le faux chenal. Donc là, c'est une dissection comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça s'est publié dans l'ESC. Et regardez là, elle est très longue. Elle ressemble beaucoup à l'image que je vous ai montrée. On a un rétrécissement long de cette lumière régulière, de l'IVA. Et là, rien n'a été fait. Regardez, on zoome ce que c'est. Après 5 jours, il y a le diamètre qui augmente. Ça correspond à la résorption du faux chenal. Et quand on a après 30 jours, vous avez, dans 3 mois, vous avez une récupération complète, une cicatrisation de la dissection coronaire avec une récupération. Mais quand vous faites de l'OCT, de l'imagerie endocoronaire, vous voyez très bien que la vraie lumière, est fausse lumen, la true lumen. La fausse lumière, elle écrase la vraie lumière. C'est pour ça que vous voyez en angiographie, c'est de la luminographie. Donc vous voyez, on injecte dans le vrai chenal, et vous voyez donc une artère qui est rétrécie, donc c'est ça. Et plutôt, mais le faux chenal qui n'est pas opacifié, il comprime en fait l'artère. Donc c'est pas. Donc d'où l'intérêt de faire l'imagerie endocoronaire. Là où c'est ce qu'on appelle aussi le pont myocardique. Regardez, le pont myocardique, c'est lorsqu'on a un trajet de l'artère trajet au niveau intramyocardique dans le muscle, et on a une compression systolique de l'artère. Donc on a une disparition du flux, par exemple, au niveau de l'IVA, sur une OAG crâniale, disparition du flux, pratiquement une réduction du flux importante. On a l'impression que c'est une sténose, mais elle est cyclique. Elle apparaît pendant la systole, elle disparaît pendant la diastole. Donc le pont myocardique, il induit rarement l'ischémie. C'est pour ça que c'est contre-indiqué, il ne faut pas dilater. Il induit rarement l'ischémie. Pourquoi ça réduit rarement l'ischémie, un pont myocardique? La perfusion coronaire se fait en diastole. Donc du coup, la compression systolique, normalement, ça ne va pas déranger beaucoup, sauf lorsque le malade est tachycarde. Ils peuvent faire des symptômes, mais surtout lorsqu'ils sont rapides. Parce que quand on s'accélère, on réduit la durée de la diastole, et c'est là où on peut avoir de la douleur. Comment? Il faut les ralentir. Bêta bloquant, pour ralentir.
tu allonges la perfusion myocardique. Voilà. C'est pas du spasme, c'est pas un spasme, mais c'est une compression extrinsèque. C'est pas les cellules musculaires lisent la paroi de l'artère, mais c'est le muscle cardiaque qui comprime. Donc du coup, il faut ralentir la fréquence cardiaque pour permettre une bonne perfusion diastolique. On a presque fini. Là, pour le spasme, il y a plusieurs façons de faire. Le tessométergien, parfois, il est mortel, il est plus fait dans les meilleurs centres. Comment? Il faut, des fois, avec la sonde, on peut chatouiller, et ça, on peut provoquer un spasme et donner des inhibiteurs calciques. Mais franchement, le tessométergien, non. S'il y a des lésions, alors théoriquement, c'est pas possible. Théoriquement. Quelle lésion? On fait un coroscanner. À ce moment-là, ce n'est pas un myocardique. Tu fais un coroscan qui veut que le trajet en intramyocardique, soit que c'est un trajet intramyocardique, soit une sténose coronaire. Avec des calcifications, score calcique, etc. Et il faut dilater. Et c'est l'échographie endocoronaire que tu peux faire aussi. Après, il y a les fissules coronaro-camérales. Donc, c'est les fissules entre une artère coronaire et une cavité cardiaque. Dans cet exemple-là, vous avez une coronaire qui va dans quelle cavité ici? C'est le VD, hein, je pense. C'est le ventricule droit. Hein. C'est l'IVA qui donne sur le ventricule droit. Regardez, l'opacification, c'est une ventriculographie droite, si vous voulez. Donc, c'est une fissure coronaro-camérale. Ça induit un vol sanguin avec l'ischémie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit au-delà de la luminographie. Donc, on a vu des limites. La fistule, ça dépend. S'il y a des ischémies importantes, on peut fermer carrément par des coils. Sinon, rien du tout. S'il n'y a pas de symptômes, on ne fait rien. Donc c'est pour ça qu'il faut aller. Il me reste 3 plaques. Hein? Oui, c'est sûr. Mais pas autant que. Ce n'est pas des symptômes qui sont invalides. Donc c'est probablement des petits symptômes qu'on peut. Parce que là aussi, c'est très, très invasif. Fermer une artère, ça peut provoquer de l'ischémie par procédure. Donc juste 3 plaques pour vous dire qu'il faut s'attendre à des choses. Pour avancer, pour aller de l'avant, il n'y a plus que de la luminographie, il y a de l'imagerie endocoronaire, l'intima, la média et l'adventice qui sont étudiés de façon très claire sur l'OCT. Ça, c'est la lumière de l'artère. Ce qu'on voit sur la coronarographie, ça, on ne le voit pas sur la coronarographie. Pourquoi c'est important? Regardez une plaque d'athérome, c'est ça, hein, c'est noyau-lipidique, ça rejoint un peu de l'histologie noyau-lipidique. Vous avez la continuité de l'endothélium ici, vous avez l'amincissement de la chape fibreuse, donc c'est une plaque qui est presque instable. Et là-bas, la question, est-ce qu'il faut stenter ces lésions instables? Enfin, plus ou moins. Elle n'est pas sténosante, cette plaque, hein, c'est des MINOCA, c'est des lésions qui sont responsables des MINOCA. Vous avez des plaques de 30-40%, elles ne sont pas sténosantes, mais elles peuvent induire un infarctus parce que vous avez une chape fibreuse qui est très amincie, mais avec un noyau lipidique qui est important. À tout moment, elle va se rompre, cette lésion, et provoquer un authentique infarctus. Donc, la grande question, est-ce qu'il faut dilater ces sténoses après une imagerie endocoronaire ou est-ce qu'il faut se limiter à l'ischémie induite par la plaque? Donc jusqu'à présent, chez les malades coronariens stables, on se limite à dilater les artères avec une ischémie induite sur un test d'ischémie localisateur, mais pas sur ça. Donc il faut un bon traitement médical, optimal pour stabiliser la plaque. Donc ça c'est juste pour faire la différence, même si on ne fait pas d'imagerie endocoronaire, mais vous pouvez faire un effort. Regardez ici, vous avez l'intima média adventice, vous avez une dissolution de continuité de l'intima, d'accord, avec un noyau lipidique. Et là, ça veut dire qu'il y a une rupture de plaque, elle est profonde sur la paroi de l'artère. Vous avez ici une érosion de plaque. Là, ça c'est le guide, c'est pas une rupture. Le guide d'OCT, ça c'est une rupture. Ça c'est le guide d'OCT, ça c'est une érosion de plaque. L'intima est toujours là, mais vous avez un aspect grignoté de l'intima, c'est une érosion de plaque. Ça c'est un noyau calcifié, ça c'est le guide d'OCT. Vous avez là en angiographie, vous voyez un petit flou ici, on peut dire que c'est une coro normale, on peut douter sur un thrombus, alors qu'il n'y a pas de sténose coronaire. Mais quand on fait l'OCT, on voit très bien que c'est un aspect boursouflux, c'est un thrombus qui fait saillir dans la lumière, mais à l'origine c'est une plaque d'athérome qui est rompue ou érodée, mais qui n'est pas vraiment sténosante. Donc c'est pour ça qu'en cas d'infarctus à des tropos élevés, des ECG modifiés, coronarographies comme ça, on fait ça. Voilà, l'hématome intramural, c'est les MINOCA. Vous avez en angiographie, vous avez une réduction de lumière, on a l'impression que c'est une sténose athéromateuse, mais après quelques temps, il n'y a rien du tout. En angiographie, enfin en OCT, vous avez une continuité de l'intima, il n'y a pas de dissolution de continuité de l'intima, et vous avez ici un croissant qui entoure la partie entre l'intima et la média. C'est un hématome intramural, et donc il va se résorber avec le temps, et le diamètre va... Bon, ça c'est un deuxième exemple. On a l'impression que c'est normal, mais il y a un hématome intramural. C'est dans le cas des MINOCA. Je pense que c'est le problème des vases vasorum, des petits vaisseaux nourriciers de la paroi artérielle qui se bouchent et que ça provoque des saignements à l'intérieur de la paroi de l'artère.
Le spasme coronaire, en dehors du test de Mettergin, vous avez cet aspect-là, aspect grignoté. Vous allez me dire que ça ressemble à de l'érosion, mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de plaque d'athérome. Il n'y a pas de noyau lipidique, c'est un spasme, ça s'appelle un bumping intimal. Donc ça peut disparaître sous Risordan. Voilà, j'ai terminé. Merci. S'il y a des questions. Oui, il y a les mégadolico-coronaires, c'est des grosses artères en fait, très importantes. Non, il y a beaucoup de syndrome d'apnée du sommeil dans ce sens. Il y a l'apnée du sommeil qui est là, qu'il faut chercher. Ça donne aussi, l'artère est bonne, mais il y a de l'ischémie qui est induite peut-être par le ralentissement du flux. Mais c'est de l'apnée du sommeil. Ben, je suis pas. Franchement, je ne donnerais pas moi ça parce que moi je donnerais de l'aspirine, statine s'il y a de l'athérosclérose. Maintenant, s'il y a des mégadolico-coronaires, maintenant la douleur, ce n'est pas souvent l'artère, c'est le muscle. Donc il faut traiter un bon traitement médical optimal en termes de ralentissement de fréquence cardiaque, bêta-bloqueur, l'effet anti-ischémique, ça réduit la consommation d'oxygène, les IEC, baisser la pression artérielle, traiter le SAUS. Traiter le SAUS et voilà. Franchement, non. Comment? C'est vrai que ça augmente les résistances au niveau de là où il y a le pont myocardique. Et là où il y a une augmentation de la résistance, il y a de la turbulence. Et théoriquement, il devrait y avoir de l'athérosclérose. Mais franchement, c'est pas. J'ai pas vu une sténose athéromateuse sur un pont myocardique.